J'ai le plaisir à présent de confier le micro à Madame Véronique Baude, qui est avec nous, élue de l'Ain, vice-présidente du département de l'Ain, en charge des collèges, de l'enseignement supérieur de la jeunesse, et qui nous fait l'amitié de sa présence alors que son pays traverse des moments difficiles. On parlait d'asile politique tout à l'heure, peut-être que vous le demanderez. En tout cas, on vous accueille aujourd'hui avec plaisir ici à Morges. Madame la vice-présidente, vous avez la parole. Et juste après la table ronde politique, je pense qu'on va pouvoir revenir sur un certain nombre de propos du docteur Jean-François Dupont. Mesdames, Messieurs, eh bien, écoutez, c'est un vrai plaisir d'être présente aujourd'hui à ce Forum Vénoge. C'est pour moi une première et je remercie Maxime Giraud donc, de m'avoir sollicité pour participer en tant qu'élue française, élue locale, puisque je suis première adjointe aussi à la mairie de Divonne-les-Bains, commune que vous connaissez certainement, parce que commune amie et voisine à proximité du canton de Vaud, et effectivement vice-présidente du conseil départemental. Donc vous voyez que ma délégation n'a rien à voir avec l'énergie, mais dans ma précédente délégation, j'ai eu le plaisir d'être en charge du développement durable et de présider aussi la commission locale d'information de la centrale du budget. Donc ces questions énergétiques m'intéressent et m'interpellent, et j'aurai le plaisir de vous montrer comment une collectivité départementale, comment le département s'est emparé de ces questions, comment nous, on applique la politique énergétique française et ce que l'on a mis en place aussi au niveau du département. Avant, j'ai juste un petit film de présentation qui dure quelques minutes du département de l'Ain. Voilà, donc vous voyez que c'était très rapide. J'espère que ça va vous donner envie de venir dans notre beau département. Donc le département de l'Ain, aujourd'hui, c'est 600 000 habitants. On a la particularité d'être à proximité entre deux métropoles, la métropole genevoise et la métropole de Lyon, qui crée tout un dynamisme et des particularités à ce département qui est divisé en quatre pays. Pour vous parler de la collectivité très vite du conseil départemental, donc, où je suis élue, aujourd'hui on se définit comme une collectivité de projet et surtout une collectivité de proximité, donc qui accompagne ses habitants, je dirais, de la naissance jusqu'au grand âge. On ne va pas dire la fin de vie, mais jusqu'au grand âge. Aujourd'hui, la collectivité, c'est un budget de 600 000 euros. Nous sommes le premier département industriel de France et nous avons des compétences obligatoires. Aujourd'hui, la solidarité, l'action sociale, l'éducation et la jeunesse dont je m'occupe et les routes et les secours. On a aussi des politiques volontaristes, donc qui ne sont pas obligatoires, et l'énergie en fait partie, puisque ces dernières années, nous avons développé des actions volontaristes très fortes pour répondre aux enjeux du climat et à la maîtrise de l'énergie. Je voulais insister sur un petit point, c'est qu'au niveau de notre collectivité départementale, le management du risque, tout ce qui concerne l'adaptation des politiques publiques, l'innovation, ce n'était pas quelque chose qui était dans notre culture. Et on s'est emparé du sujet, je dirais, depuis un an. Voilà, la crise Covid est passée par là, la crise énergétique, donc ce qui nous a amené, nous aussi, à nous réorganiser. Et nous avons d'ailleurs, l'année dernière, créé une direction de la modernisation, donc qui couvre tous nos champs de la collectivité. Je voulais faire un petit point sur l'Ain et la politique énergétique française. On en a discuté un petit peu tout à l'heure. Le docteur précédemment, on a un petit peu parlé. Je ne vais pas parler de la politique énergétique française parce que je crois qu'il faudrait un petit peu plus de temps qu'il m'est imparti. Mais dire que dans le département de l'Ain, ce mix énergétique, eh bien, nous le connaissons, puisque nous avons effectivement une centrale nucléaire, donc la centrale du budget.
Mais nous avons aussi des parcs éoliens, de nombreux parcs photovoltaïques qui se déploient actuellement. Et nous sommes avec des partenaires donc comme EDF et puis la CNR, donc la Compagnie nationale du Rhône, qui avait un très beau projet autour d'une hydrolienne sur le barrage de Génissia, mais malheureusement, ce projet a été arrêté. Donc, juste pour faire un petit point, effectivement, sur la centrale du budget, on sait que c'est un sujet qui est un peu un sujet polémique parfois, mais le département de l'Ain a clairement fait le choix de soutenir le projet qui est porté par l'État, donc d'installer 2 EPR supplémentaires. Pourquoi ? Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une filière industrielle. Et cette filière industrielle chez nous représente plus de 2000 emplois. EDF, c'est le premier employeur du département de l'Ain, avec des retombées économiques sur le territoire très importantes. Et l'objectif aussi, c'est de contribuer à une production d'électricité totalement décarbonée d'ici 2035, avec un mix énergétique, donc 50% de nucléaire et 50% d'énergie renouvelable. Dans l'Ain, on n'est pas contre le développement des éoliennes. Mais ce que l'on souhaite, c'est que quand un projet est là, c'est un projet qui doit être partagé par le territoire, qui ne doit pas impacter les paysages et qui ne doit pas nous être imposé. Concernant le blackout et le département, alors vaste question, je ne vous cache pas, quand on m'a parlé de ce sujet. Il y a 2 niveaux pour moi d'intervention. Le premier, ça concerne effectivement ce que l'État nous a donné comme consigne, et nous, au niveau département, ce que nous avons pu mettre en place. Alors l'État a mis en place un plan national de délestage électrique qui a été présenté à tous les élus indinois. Donc vous savez que la coupure maximum et qui était envisagée, c'était de 2 heures maximum. Donc ces mesures, en fait, pour éviter le délestage, ont 3 volets. Donc c'est l'importation maximale d'électricité des autres pays européens par RTE, le report ou l'arrêt de la production industrielle et la baisse de la tension électrique sur tout le réseau. Ce plan aussi prévoit des mesures favorisant les gestes, on va dire, éco-citoyens, pour les habitants, mais aussi pour tous les acteurs économiques et notamment industriels. Nous avons été dotés d'une application EcoWatt, donc qui nous permettait de préparer, d'anticiper et d'informer sur les bons gestes citoyens à avoir. Et puis surtout nous former, on va dire, sur une double résilience, une continuité des activités avec un plan de continuité de nos activités et la sauvegarde des populations. Je vais être assez pratique parce que je crois que ces questions-là ont été aussi abordées ce matin par Jean-François Clouzet, qui lui, c'est plus sur de la théorie, et moi, je dirais sur un côté purement pratique. Il y a eu un point aussi qui a été fait dans le cadre de ce plan national, plus particulièrement sur les différentes collectivités françaises, que ce soit les communes, les départements et les régions, chacun dans leur domaine de compétences. Et pour le département, effectivement, nous sommes particulièrement impactés au niveau des collèges, au niveau des services de restauration, surtout le réseau routier et surtout nos établissements de santé. Deuxième échelon, comme vous le disiez, le département. Alors, qu'est-ce que nous avons mis en place ? Je dirais qu'il y a aussi 2 niveaux. Un niveau d'urgence et puis un niveau qui correspond plutôt à une stratégie globale pour anticiper ces consommations et ces difficultés en termes de consommation énergétique. Le plan d'urgence, il a été pris d'une manière très rapide au mois d'octobre dernier pour contribuer donc à l'effort national et pour éviter les ruptures d'approvisionnement et les coupures, mais c'était aussi promouvoir les bonnes pratiques en faveur des consommations d'énergie et réduire la consommation donc pour maîtriser aussi l'envolée des prix. Et on voit qu'il y a aussi tout un travail d'appropriation et de formation des habitants qui était important. Aujourd'hui, nos collèges départementaux, on a 51 collèges publics, consomment 75% de l'électricité. Donc vous voyez que c'est quand même une facture qui est importante pour nous. Et aujourd'hui, donc 60%
Et dans le gaz provient du gaz naturel, 30% de l'électricité et 10% des chaleurs urbaines en bois. Donc là, on a encore des marges de progression. Aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est 50% d'augmentation d'électricité et 330% des tarifs du gaz. Donc autant vous dire que les collectivités et les finances, surtout départementales, ont été mises à mal ces derniers temps. Nous nous voulons être en conformité avec le décret éco-énergie tertielle, donc pour les bâtiments de plus de 1000 m², et de réduire à l'horizon 2030 de plus de 40% nos consommations énergétiques. Et tout ça, eh bien, cela nécessite de la pédagogie, de la formation et de l'information, que ce soit au niveau politique, mais aussi au niveau administratif. Notre stratégie globale du département, j'en viens maintenant, donc je dirais qu'on l'a déjà commencé à la travailler il y a environ 3 ans, avec un renforcement il y a 2 ans quand nous avons été réélus au département, avec un plan d'investissement et de maintenance, donc notamment dans les collèges, pour améliorer les performances énergétiques, comme je l'ai dit, pour se conformer à la loi, pour un montant de 7 millions sur les 4 ans qui viennent. On travaille également sur un référentiel bâtimentaire des collèges, donc ce qui montre effectivement que ces aspects au niveau de l'énergie a de retomber en fait sur tous les services, que ce soit les services du bâtiment chez nous, que ce soit sur les services informatiques et sur les ressources humaines. C'est vraiment une nouvelle approche qu'il faut que l'on ait. On a aussi mis en place un plan de continuité d'activité, donc en cas de coupure ou de rupture d'approvisionnement. Et la collectivité eh bien, a dû se préparer à cette éventualité afin eh bien, d'assurer la sécurité des personnes et des locaux, et tout ceci dans la continuité du service public. Mais heureusement, aujourd'hui, on peut s'en féliciter, nous n'avons pas eu à le déclencher. Donc je pense grâce aux efforts de chacun, et puis aussi, il faut le reconnaître, grâce à un hiver qui a été assez clément, j'en conviens. Je voulais faire aussi un petit focus sur notre politique énergétique globale au niveau du département de l'Ain, avec plusieurs services que l'on a créés, qui sont, on va dire, des satellites qui sont financés par le département et qui sont le bras armé de la politique que l'on a voulu mettre en place à l'échelle départementale, mais tout ceci aussi a des répercussions, bien entendu, à l'échelle transfrontalière. Nous avons créé une société d'économie mixte qui s'appelle la SEM Léa, donc les énergies de l'Ain, qui a pour but de démultiplier les projets locaux d'énergie renouvelable, comme les centrales photovoltaïques, les usines de méthanisation, les bornes de recharge de voitures électriques, parce que oui, on fait la promotion de véhicules électriques, mais il faut bien que ces véhicules puissent se recharger, ou encore sur l'éclairage public, et on sait que c'est un poste important pour les collectivités. Nous avons aussi créé une agence, l'ALEC 01, l'agence locale de l'énergie et du climat, qui porte aujourd'hui le service public de l'énergie et de l'habitat. On aime bien tous ces acronymes, nous aussi, et montrer combien effectivement il y a d'acteurs qui sont impliqués dans les économies d'énergie et la transition énergétique. Donc cette ALEC a plutôt pour action d'accompagner les porteurs de projets privés, mais de venir aussi en ingénierie pour les collectivités et notamment les instances de coopération intercommunale de l'Ain. Et vraiment, le cœur de son action, eh bien, c'est de faciliter cette transition énergétique face à l'urgence climatique et de déclencher une dynamique de transition énergétique au bénéfice du territoire et de l'intérêt général, donc qui peut agir aussi bien sur les économies d'eau, des actions autour des ressources naturelles, sur l'efficacité énergétique, sur les énergies renouvelables et la réduction donc des émissions des gaz à effet de serre dans les domaines de l'habitat, puisqu'il y a un gros projet de rénovation des maisons et des appartements, et de travailler aussi sur des axes autour de la mobilité et de la consommation responsable. Nous avons aussi donc des actions autour de la biomasse, avec notamment notre plan bois-forêt,
On accompagne aussi de nombreux projets portés par les agriculteurs pour la méthanisation agricole. Et enfin, dernier axe pour nous autour de notre soutien à la transition écologique et énergétique, eh bien, se traduit à travers les pactes de territoire que nous avons avec le bloc communal, donc les communes ou les intercommunalités, où le département vient en accompagnement, donc en finançant donc les travaux de réhabilitation thermique, d'économie d'énergie, l'installation d'énergie renouvelable sur le bâti public, sur les travaux aussi d'amélioration et de réhabilitation des changements de chauffage, de l'éclairage public, et puis pour tout ce qui concerne en fait les travaux de désimperméabilisation et de végétalisation des villes. Donc voilà, vous voyez dans mon propos que le département de l'Ain, avec ses partenaires, avec aussi l'État, qui est un partenaire majeur, EDF, la CNR, eh bien, nous sommes tous des acteurs de cette transition énergétique, et je pense que nous devons tous agir collectivement, mais avec eh bien, cette notion importante qui est celle de l'intérêt général. Je vous remercie.